conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Merci de nous accorder cet entretien exclusif qui sera, si vous le permettez bien, essentiellement consacré à la question sécuritaire. C'est la suite au constat d'un certain nombre de déclarations et d'agissements allant dans le sens d'une tension sécuritaire réelle ou sournoisement entretenue dans une logique de chaos programmé au Niger et dans notre espace AES par des puissances occidentales, comme nous le savons désormais tous, sponsors du terrorisme au Sahel et en lien avec certains gouvernements africains à leur solde. Monsieur le Président, j'ai envie de vous poser une question toute simple. Que se passe-t-il réellement sur le plan sécuritaire? Parce que les Nigériens ont eu l'impression, dans un premier temps en tout cas, que les aspects géopolitiques liés à la sécurité ont largement évolué en faveur de notre pays et de notre confédération AES. Il ne restait plus que les aspects opérationnels sur le terrain qui sont d'ailleurs pris en charge par nos FDS et les armées de l'AES en général. Nous avons eu l'impression que les Français et leurs alliés semblent avoir bien compris que désormais nous, Nigériens, avons pris notre destin en main et que notre dignité et notre souveraineté ne seront jamais plus bafouées chez nous. Qu'ils doivent par conséquent changer d'attitude et d'approche envers nous. Nous avons eu l'impression qu'ils semblent avoir bien compris qu'une guerre contre le grand peuple nigérien va se solder par un échec total. Par conséquent, ils ont bien intégré cette donne et que l'intervention militaire est loin derrière nous. Enfin, nous avons eu l'impression que la CEDEAO semble avoir bien intégré que la sortie des pays de la Confédération AES de leur communauté est un départ avec effet immédiat et qu'il est irréversible. Que se passe-t-il donc, Monsieur le Président, par rapport à toutes ces questions soulevées? Bonjour. Merci de l'opportunité, une fois de plus, à nous offerte pour nous adresser au peuple nigérien et de façon plus globale au peuple de la Confédération. Ayons d'abord une pensée particulière envers nos forces de défense et de sécurité qui consentent le sacrifice ultime pour garder notre pays libéré, notre pays indépendant désormais. Soyons compatissants envers nos frères civils, victimes également du terrorisme au même titre que nos forces de défense et de sécurité. Rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui a su conserver le peuple nigérien et répandre sa rahama sur l'ensemble de notre pays. Vous l'avez dit, on a l'impression, on a le sentiment, c'est tout à fait juste. C'est juste puisque le Niger a osé, pour la première fois, depuis le 26 juillet 2023, dire qu'il assume pleinement la sécurité de son territoire. Malheureusement, l'adversaire que nous avons en face, ce n'est pas le terrorisme, c'est surtout la France. La France, habituée à disposer de tout au Niger. La France, habituée à disposer des ressources humaines et naturelles au Niger à sa guise, à travers des accords que nous savons tous, les conditions dans lesquelles nos dirigeants passés étaient contraints de les signer. Mais l'Occident, malheureusement, continue à regarder le Niger et au-delà du Niger, l'Afrique entière sous le prisme de 1800 à 1960 pour certains, pour d'autres un peu plus tôt, 1958, 48. Ce prisme, c'est un prisme de mépris
de non-droit, où la puissance coloniale pense qu'elle a un droit de vie ou de mort sur le peuple colonisé. Le Niger a passé par plusieurs étapes, notamment avec la mission que nous appelons de reconnaissance en termes militaires, que les autres appellent naïvement des explorateurs, des ethnologues, de ceci, de cela. Et ça a commencé par Mango Park en 1805, qui traverse le Niger et qui va trouver la mort, si vous vous rappelez, à Boussa en février 1806. Après lui, c'est des Anglais, notamment un certain Denham et Clapperton, qui vont traverser notre territoire en 1822. On arrive en 1850 avec Henri Barth en 1850 qui va quitter Tripoli et arriver à Agadez précisément le 1er octobre. Il restera à Agadez jusqu'au 30 octobre avant de repartir. Après, ce sont d'autres missionnaires, notamment, vous vous rappelez, la fameuse place Monteuil. Mais avant Monteuil, il y avait Decoeur, il y avait Beau, il y avait un autre qu'on appelle Vergos, il y avait Touté, il y avait Hurst. Tous ceux-ci sont des envoyés précurseurs. Ils ont répertorié les peuples africains, ils ont répertorié nos coutumes et à travers ça, ils ont construit un cahier de route qui va servir de base à la colonisation de l'Afrique, en tout cas pour ce qui concerne le Niger, avec la tristement célèbre colonne Voulé-Chanoine en 1898 et qui fera entre Dogondouci et Kouani, retenez bien, plus de 12 000 morts. Capitaine Paul Voulé et son médecin infirmier, je ne sais plus, Chanoine. C'est ça. Plus de 12 000 morts entre Dogondouci et Kouani. Des femmes et des enfants pendus, courts, vivants, et pendus de sorte à rester en vie au moment où ils se faisaient dévorer par des hyènes. C'est ce que nous avons connu ici au Niger. Et c'est le prisme sous lequel la France a continué à nous considérer jusqu'au 25 juillet 2023. Je dis bien le 25 juillet parce que à partir du 26 juillet, les choses vont changer. Pour la France, avant le 26 juillet, aucun Nigérien n'a de droit. La nation nigérienne, c'est une république, il faut le dire, considérée comme une république bananière qui ne mérite autre chose que le mépris, où les ressources, puisque nous sommes des bananes, nous ne connaissons pas l'intérêt ni l'importance économique de nos ressources, où notre uranium était considéré avoir moins de valeur que de l'argile. Vous vous rappelez l'argile, où notre uranium rapportait à notre PIB moins de devises que le violet de Galmi. C'est cette situation à laquelle nous avons dit stop qui a créé, je ne dirais pas le mot parce qu'aucun mot ne sera aussi fort pour qualifier la réaction de Macron et de ses sbires français et nigériens, bien sûr, où on nous a prédit le ciel qui tombera sur notre tête, où on nous a prédit un pays qui va s'effondrer en moins de 2 semaines, où on nous a prédit un pays qui, s'il tient tout au plus, c'est un mois, où on nous a prédit un pays qui ne peut survivre sans l'aide humanitaire, sans la bienveillance de la France. C'est ce que nous avons démenti et malheureusement, nous sommes au regret de constater que la logique suivie par la France est accompagnée par les autres pays de l'Union européenne
qui ne prennent pas de distance pour analyser les faits et rétablir la justice. Mais nous sommes déterminés et c'est en ce sens que notre armée, nos forces de défense et de sécurité monteront en puissance pour prouver que notre sécurité est de notre responsabilité. Et cette responsabilité, c'est un devoir envers le peuple nigérien et nous l'assumerons en toute responsabilité. D'accord. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette première partie. La deuxième partie, effectivement, c'est toujours les événements du 26 juillet qui ont soulevé beaucoup de vagues, mais nous savons où partait notre pays et nous savons que si nous restons les bras croisés, notre pays n'existera plus. Et c'est pourquoi les forces de défense et de sécurité, pour la première fois, en toute responsabilité, ont décidé de s'assumer et de dire que c'est le sang des Nigériens qui sera versé pour le Niger. Aucun Français, même un simple écoulement de la rine, n'a perdu sa vie pendant les 12 ou 13 ans qu'ils ont passés au Niger. Même un seul vélo de l'armée française n'a sauté sur un engin explosif improvisé. Mais comment saurait-il en être autrement, puisque c'est eux-mêmes qui les enterrent avec leur suppôt. Donc nous sommes conscients de ça et nous sommes conscients de nos responsabilités. Nous allons tout faire pour que nos forces de défense et de sécurité soient en mesure d'assumer cette responsabilité en toute dignité et en toute souveraineté. D'accord. Monsieur le Président, vous avez évoqué la montée en puissance de nos FDS. Comment cela se traduit concrètement? Supercharge your business with the all-new Shopify Point of Sale, the all-in-one POS solution built on the world's most... Je viens de le dire, les forces de défense et de sécurité ont consenti d'énormes sacrifices. Il est de notre responsabilité face à la situation et face au génocide programmé par la France et ses acolytes que nous prenions toutes les dispositions pour mettre nos forces de défense et de sécurité dans les meilleures conditions. Mais pour mettre ces forces dans les meilleures conditions, il faut en disposer. Et c'est pour ça, la première étape a consisté à mobiliser, recruter intensément dans les rangs des forces de défense et de sécurité. En un an d'existence, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a recruté plus de 25 000 hommes, que ce soit au sein des FAN, Forces armées nigériennes, que ce soit au sein de la gendarmerie nationale, que ce soit au sein de la garde nationale, que ce soit au sein de la police nationale. Nous avons recruté plus de 25 000 hommes. Les 25 000 hommes levés, ou pour certains en voie de levée, notamment pour ce qui concerne la force de protection et de développement, il fallait mettre un minimum de moyens matériels à leur disposition. Et pour ce faire, ce que nous avons dépensé, c'est plus de 150 milliards de francs CFA pour équiper, d'une part, et payer les arriérés que nous avons trouvés sur du matériel que le régime déchu avait pris à crédit, je le dis et je le répète, et que nous sommes, par devoir et par continuité de la République, nous sommes amenés à effacer les ardoises. Et nous l'avons fait, mais sachez que ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile dans un pays où, tenez-vous bien, les simples Toyota sont interdites d'être vendues au Niger. Et ça, c'est la France, accompagnée par certaines puissances occidentales, qui ont demandé expressément de ne pas vendre au Niger une aiguille qui puisse tirer sur un terroriste. Et ce sont ces mêmes pays qui viennent nous parler de droit,
de légitimité, de protection. Et tout ce tapage que vous voyez s'inscrit dans ce sens. Mais en plus de la levée et de l'acquisition du matériel, nous avons également mis l'accent sur la formation. Parce que nous savons que pour un soldat, l'entraînement épargne le sang. Et par rapport à ça, nous avons pris les dispositions pour que nos militaires, nos forces de défense et de sécurité bénéficient de la formation la plus pointue partout où c'est possible. Que ce soit à l'extérieur, auprès de nos partenaires stratégiques, que ce soit à l'intérieur, en faisant toujours appel, parfois même, aux certains partenaires stratégiques qui viennent nous former le personnel pour qu'il soit à la hauteur d'accomplir sa mission. Voilà ce que nous faisons, voilà ce que nous avons fait pour concrétiser la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. D'accord. Monsieur le Président, il me semble que vous posez une nuance entre le terrorisme au Sahel d'avant et d'après la prise du pouvoir par le CNSP. Qu'en est-il réellement? Est-ce à dire qu'il y a un changement d'acteurs, de moyens et de stratégie des terroristes? Mais il n'y a pas que moi qui dis qu'il y a un changement. Tout Nigérien constate ce à quoi nous faisons face. Avant le 26 juillet, le terrorisme et les autorités nigériennes formaient une seule personne. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous êtes sur le territoire national, vous suivez les interventions des uns et des autres. Tout à fait. Et vous savez ce qui avait cours avant le 26 juillet 2023. Des terroristes, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le président déchu avait lui-même officiellement à Mahatma Gandhi, le centre de conférence, annoncé qu'il est ami aux terroristes. Il a reçu plusieurs fois des terroristes au palais présidentiel. Il a libéré des terroristes, mais nous savons qu'ils ont fait plus que ça. Référez-vous à la déclaration de l'ex-ministre de l'Intérieur, M. Hamosouley, à Abala, Filengue, vous comprendrez qu'ils ont fait plus que ça. C'est lui-même qui l'a dit. Ils ont fait plus que ça, mais malheureusement, les terroristes, de leur côté, selon lui, n'ont pas respecté leurs engagements. Quels sont ces engagements? On n'est jamais sorti pour dire au peuple nigérien, voilà les engagements que nous avons honorés vis-à-vis des terroristes. Nous savons quels sont ces engagements-là qui ont été honorés vis-à-vis des terroristes, et ce n'est pas une surprise. Parce que ces autorités agissaient sous l'injonction de la France. Cette même France, je le dis et je le répète, qui finance le terrorisme au Sahel. Cette même France, tenez-vous bien, qui aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, a déversé plusieurs milliards de francs CFA dans le lit du lac Tchad, entre les mains de Boko Haram, El Bakoura, de l'État islamique dans les provinces de l'Afrique de l'Ouest, aux ordres d'un certain Abou Moussa al-Barnawi, au niveau de Sokoto, au Nigeria, de Sokoto, Zamfara, Kébi, à l'intérieur du Bénin et dans la région de Tamou, Torodi et un peu plus loin. Les milliards de dollars qui sont en possession de ces mouvements terroristes et de leurs sponsors locaux, bien sûr, dépassent tout ce que vous pouvez imaginer être disponible dans les réserves et de l'Afrique centrale, qui utilise le CFA, bien sûr, et de l'Union monétaire ouest-africaine. Les terroristes possèdent suffisamment de financement puisque le CFA est fabriqué par la France. Et la France a le soutien de l'Union européenne
de fabriquer autant de CFA qu'elle veut, tant que ce n'est pas les euros ou les dollars. Oui. Les CFA, quel est le pays africain qui fabrique les CFA? Qui a la planche à billets? C'est la France. Tout à fait. Donc, c'est pour vous dire, le financement dont bénéficient ces mouvements terroristes est un changement majeur entre ce qui s'est passé au temps du régime déchu et ce qui se passe depuis le 26 juillet 2023. En plus du financement, il y a l'acquisition du matériel. L'acquisition du matériel, que ce soit également dans le lit du lac Tchad, que ce soit dans la région de Sokoto, que ce soit dans le nord Bénin, notamment dans le parc W, région de Porga, que ce soit dans la Pendjari, également, qui est une autre forêt, toujours à l'intérieur du Bénin, mais cette fois-ci frontalier avec le Togo. Tout à fait. Que ce soit ici, à l'intérieur de notre territoire nigérien, que ce soit à l'intérieur du territoire burkinabé. Et des gens sont désignés et sont les points focaux des terroristes qui assurent la formation des terroristes à l'international. Il y a des centres d'instruction des terroristes dans un pays de l'Afrique centrale. Il y a des centres d'instruction des terroristes au sein de W côté Bénin par les forces spéciales françaises qui sont à Porga. Vous marchez 315. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. As you can tell, I was not created by GoDaddy Aero. It uses AI to create great... Monsieur le Président, c'est quand même grave ce qui se passe. Mais qu'en est-il dans les détails de cette stratégie de déstabilisation pour que les Nigériens et le monde entier comprennent de quoi il s'agit? La stratégie de déstabilisation, elle est simple. Elle consiste, dans un premier temps, comme je l'ai dit, à financer, à équiper, à entraîner et à positionner des mouvements terroristes le long de la frontière de la Confédération. Pas seulement du Niger, mais de la Confédération. Parce que l'objectif étant la dislocation de la Confédération. En ce sens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Français, avec bien sûr l'accompagnement de l'Union européenne, qui reste, malgré l'évidence, accrochée à la politique meurtrière et folle des autorités françaises, les Français ont positionné déjà le 25, je dis bien le 25, la nuit du 25 au 26 octobre 2023, du matériel dans le bassin du lac Tchad. Au moment où il s'est replié, où il s'est désengagé du Niger, en passant bien sûr par la voie terrestre qui nous liait avec la République sœur du Tchad. Ils ont pris contact avec les terroristes. Ils leur ont proposé, les terroristes de l'aile clan Bakura, avec Abou Oumaima, leur chef, et les terroristes de l'aile Iswap, avec Abou Moussa al-Barnawi comme leader. Ils leur ont proposé le financement, l'entraînement, l'équipement, à condition que ces mouvements acceptent d'aller en guerre contre la République du Niger, à condition que ces mouvements acceptent aux troupes françaises d'occuper le bassin du lac Tchad, certaines îles que nous connaissons, mais que nous tairons le nom pour des raisons évidentes. Ils ont fait cette proposition aux deux ailes de l'ancien Boko Haram de Youssouf Mohamed, si vous vous rappelez. Quand ils ont fait la proposition,
la nuit du 25 au 26 octobre 2023, l'aile Bakoura a été plus conciliante. L'aile SWAP avait ouvertement dit qu'elle n'est pas prête d'aller avec les Français pour s'attaquer à quelques pays musulmans que ce soit. Leur combat, c'est pour l'islam, selon eux. Mais l'islam, on n'apprend pas au Niger l'islam. Bien sûr. 6e califat, l'islam était introduit au Niger. Pour vous dire, la stratégie utilisée par la France, ce n'est pas le premier contact. Ils ont continué et ont gardé la permanence des contacts avec ces mouvements terroristes. Ils sont partis pour créer le mouvement Lakurawa. Ce mouvement Lakurawa qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais nous avons, et comme je l'ai dit, Dieu est avec le véridique. Bien sûr. Nous avons eu à travers des opérations spéciales conduites à interpeller des chefs terroristes qui nous ont déclaré tout ce que je viens de vous dire, ce que je veux vous dire. Les Français, en les abordant dans le lit du lac Tchad, avec des responsables nigérians, notamment celui dont j'ai parlé, Ahmed Aboubakar, l'ancien chef Roufaï, de l'agence NIA, les Français leur ont proposé d'ouvrir une base dans la région de Sokoto, une base qu'ils ont baptisée Gaba, dans un environnement boisé dans la région de Sokoto. C'est en mars 2024, mars de cette année. Oui, tout à fait, 2024. Ils leur ont proposé, une fois cette base ouverte, c'est de faire la jonction entre l'État islamique au Grand Sahara qui opère au Mali, la jonction avec les éléments terroristes de ISWAP qui sont dans le bassin du lac Tchad. Je dis bien ISWAP, pas Boko Haram, Bakoura. Ensuite, il y a une aile terroriste qu'on appelle Ansarul. Quand nous avons eu cette information, nous avons pensé que le Nigeria était le Nigeria. Nous avons appelé Ahmed Aboubakar Roufaï pour lui faire part de l'intention qui se dessine dans le sens de l'ouverture d'un front Lakurawa dans le Sokoto et dont la base sera composée de l'État islamique au Grand Sahara qui opère dans le nord Mali, de Ansarul qui opère à l'intérieur du Nigeria et de ISWAP. C'est une branche de l'État islamique, mais qu'ils appellent la Daoula des îles, et qui est sous les ordres, comme je l'ai dit, d'un certain Abou Moussa al-Barnawi, qui est le fils de Youssouf Mohamed. Son vrai nom, c'est Habib. Donc, avec les combattants de ces structures-là, voilà l'intention que la France a d'ouvrir un autre front. Nous l'avons fait parce que nous avions pensé que le Nigeria était sincèrement engagé dans la lutte antiterroriste. Nous avons permis aux agents nigériens de prendre contact avec les terroristes que nous avons arrêtés, les chefs terroristes des émirs. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois, qui nous ont tous rapporté la même chose. Nous l'avons appelé, son équipe est venue, la DG2SE a mis à leur disposition les moyens roulants, les a pris en charge pendant près d'une semaine pour qu'ils mènent les investigations et découvrent. Malheureusement, nous regrettons de l'avoir fait puisque nous avons compris que ce débriefing a conduit certains émirs à se braquer parce que le message qui leur a été passé était un message de fourberie, de tromperie, de duplicité. La France ne s'est pas arrêtée à ça. La France a continué. Ensuite,
dans les bassins du lac Tchad. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Après la rencontre du 25 au 26 octobre, ils sont revenus dans la nuit du 10 au 11 janvier pour débarquer un lot important de matériel, armement et autres au profit des terroristes El Bakura. Le 29 janvier, plus tard, ils reviendront sur une île qu'on appelle Bourtungur, Bourtungur qui est à 10 km à l'est de Bosso, où les terroristes étaient réunis pour la circonstance. Toutes les armes jugées être vétustes par les Français ont été remplacées. Les armes individuelles AK-47, que ce soit les armes collectives et les équipements, notamment à travers la fourniture des mines. Tenez-vous bien, même des mines antipersonnelles, alors que l'usage est officiellement interdit. Et que la France est signataire de cette interdiction. Ils les ont dotés de ces armes-là. Ils les ont dotés des armes anti-chars, donc des mines. Ça s'est passé le 29 janvier 2024. D'accord. Plus tard, ils sont revenus et ça ne fait que monter en surenchère. En novembre, octobre d'abord, le 16 de cette année, ils sont revenus avec d'importantes sommes d'argent. Nous l'avons annoncé dans un éditorial. Ils ont toujours engagé de leur volonté et pour prouver au mouvement Boko Haram qu'ils sont sincères dans leurs relations et qu'ils ont promis l'équipement, non seulement, mais la fourniture des vedettes. C'est des pirogues, les vedettes des pirogues avec moteur, mais pas des pirogues. C'est des vedettes conçues pour le déplacement sur la mer ou toute étendue d'eau. D'accord. Ils ont promis 100 vedettes au mouvement Boko Haram. Le 7 novembre, ils sont revenus avec, tenez-vous bien, pour l'aile Bakura, 1 milliard de francs CFA. Pour l'aile réticente de ISWAP, ils ont promis 4 milliards de francs CFA s'ils acceptent seulement que les Français s'installent définitivement dans leur zone d'influence à l'intérieur du Nigeria. Puisque c'est une zone où j'ai servi et je connais particulièrement toutes les îles du bassin du lac Tchad, que ce soit du côté du Niger, que ce soit du côté du Nigeria, que ce soit du côté du Tchad. Nous avions manœuvré à pied pendant des mois en 1996 et en 1997. Donc c'est une zone que je connais parfaitement. Ils ont promis, si ISWAP accepte qu'ils s'installent, 4 milliards de francs CFA à l'État du Nigeria. Ils ont promis une somme. Je laisse le monopole au président Tinubu de dire combien les Français lui ont proposé pour s'installer dans l'État du Borno. D'accord. C'est pas fini. Les Français ont mobilisé les terroristes et quand ils étaient arrivés en décembre, le 7 décembre, voilà ce qui s'est passé. Ils ont décidé, toujours pour vous donner une idée, pour donner au peuple nigérien l'envergure du grand complot international qui est ourdi, ils ont demandé à Boko Haram de constituer une compagnie de 150 hommes qu'ils vont positionner dans le nord du Niger. La France s'occupe du paiement intégral du salaire
des 150 combattants déployés par Boko Haram, qui seront rejoints par les mouvements, ça c'est les Français qui ont dit ça, qui seront rejoints par les mouvements de Riseboula. Ensuite, des mouvements rebelles qui sont dans le nord du Tchad. Et ils vont faire un front commun installé à l'intérieur du Niger, dans les chaînes du nord Niger, pour faire la guerre au Niger. Nous avons donc les combattants installés dans les chaînes du nord Niger. Nous avons les combattants installés dans le bassin du lac Tchad par la France. Nous avons les combattants Lakurawa. Nous savons comment ils ont été mis en place, et je vous l'ai dit, installés dans la zone. Vous prenez de Sokoto jusqu'au Kébi, Gaba, Koyambana, Paouni, Sarma, Baraya, Tangaza, Haske 1, Haske 2. Tout ceci sont des positions, je n'ai pas cité l'intégralité. Il y en a encore un chapelet de positions entre Sokoto, Zamfara et Kébi. Notamment Kaïji, qui est une forêt également, où ils ont également des éléments Lakurawa, notamment les deux super camps. Je crois que, puisque nous avons dénoncé, le chantier a été arrêté, où les Français avaient l'intention à Gidankata et puis Gigani de construire deux super camps où ils vont stocker du matériel que les terroristes qui sont dans la forêt de Sarma seront chargés particulièrement de récupérer et acheminer une partie dans le nord Mali. Nous avons à l'intérieur du Bénin, c'est une ceinture, suivez bien la description que je suis en train de faire. D'accord. Dans le nord Bénin, nous avons Porga, nous l'avons dit, nous l'avons répété. Les forces spéciales présentement en Afrique sont dans deux pays. Un pays ouest-africain et un deuxième pays ouest-africain qui est le Bénin. Donc deux pays de l'Afrique de l'Ouest, ils se reconnaîtront. Mais le Bénin, lui déjà, je le dis et je le répète, il se reconnaît. Ils sont à Porga et dans la forêt particulièrement du W. Pour ceux qui ont l'utilisation des coordonnées, vous utilisez 11 degrés, 0,2 minutes, 49,63 secondes nord. Ensuite, vous utilisez 0,0 degrés, 59 minutes, 35 secondes 20 est. Vous marchez à l'azimut 315 degrés, à moins de 5 km, vous allez tomber sur une des deux positions que nous connaissons, des forces spéciales françaises. Que ceux qui doutent peuvent se mettre à l'exercice et essayer. S'ils ne savent pas positionner un point sur la carte, qu'ils s'approchent des militaires qui vont reporter ces coordonnées que j'ai données sur la carte et vous verrez bien que c'est l'aérodrome de Porga. Je l'ai dit, la distance même, la longueur de cet aérodrome-là dans un précédent entretien. Marcher à moins de 5 km sur l'azimut pour faire court et que les gens comprennent. Nord-ouest, vous tomberez sur la deuxième des positions que nous connaissons à l'intérieur du Bénin. Ces forces spéciales qui sont au Bénin sont chargées de l'encadrement, du financement et de la formation et équipement des mouvements terroristes, toujours tendant à ceinturer le Niger et les États de l'AES, la Confédération. Ils ont ouvert deux centres d'instruction. Un centre d'instruction qui est à l'intérieur du Niger, un autre centre d'instruction qui est à l'intérieur du Burkina Faso, non loin de la frontière avec le Niger. Ces centres d'instruction
pour ce qui est du côté du Niger, a pour mission de former, avant la fin de l'année, 400 hommes, financés par les Français. Le financement est déjà acquis et le terroriste responsable du centre d'instruction qui est sur le territoire nigérien, c'est une fratrie, deux frères pour être plus précis, un certain Souley Yero et son frère Ali Yero. Souley Yero est parti à la rencontre des forces spéciales françaises dans le mois de novembre. Il a perçu suffisamment de centaines de millions, pour ne pas dire de milliards, de francs CFA, je le répète, qu'il a ramené pour assurer la gratification de ces 400 terroristes dont le recrutement et le financement est assuré par la France à travers les forces spéciales positionnées à l'intérieur du Bénin et dont j'ai donné les coordonnées géographiques. Tout à fait. L'argent qu'il avait ramené sera utilisé comme suit. Les 450 terroristes qui sont recrutés auront chaque semaine, si le programme est respecté, 50 000 francs. Par semaine. Par semaine. Et c'est la France qui paye. Et c'est le CFA qui paye. Ce n'est plus le CFA, c'est le CFRA. Communauté financière française. Puisque ça n'a rien d'Afrique. C'est la France qui paye et la France, ça ne lui coûte rien du tout. Bien sûr. De dépenser des CFA. Le centre d'instruction qui est du côté du Burkina, également, nous n'avons pas certes l'effectif, mais bénéficiera des mêmes avantages que le centre d'instruction qui est basé sur notre territoire. Mais avant, il est important de le rappeler, en mai, première quinzaine du mois de mai 2024, les Français avaient à un certain moment fait courir la rumeur, le temps de se rendre compte que c'est une bourde, et ils se sont tués. Ils avaient annoncé, à travers toujours leurs médias maléfiques, que les autorités nigériennes, du Niger, nigériennes, pas nigériennes, bien sûr, nigériennes, auraient envoyé des terroristes à l'intérieur du Bénin pour kidnapper des Occidentaux. Précisément, un Canadien et puis un Danois. Ils se sont rendus compte que c'est une bourde, puisque c'est des instructeurs qu'ils avaient recrutés eux-mêmes. Maintenant, pour faire avaler le boa aux Africains, c'est le voleur qui crie au voleur. Ils se sont rendus compte que ça ne les sert pas. Et nous avons suivi ces deux otages entre parenthèses. L'évolution, je l'ai dit lors d'un entretien précédent, également de ces deux otages sur le terrain. Ces deux otages ont été mis à la disposition d'un certain Jafar Diko, qui est émir. Ces deux otages, entre parenthèses, avaient pour but de former dès lors les mouvements terroristes. Je vous parle de mai 2024. Quand ils ont fini la formation sur la position de Jafar Diko, alias Abou Mahmoud, ils ont été récupérés par un certain Sombo Doktoro qui n'est autre que le gendre de ce Jafar Diko, accompagné d'un certain Habib Djoul, je le répète, je l'ai déjà dit. Ils les ont récupérés, ils les ont ramenés toujours du côté du Burkina, dans la ville de Déou. Nous suivons leur mouvement, nous étions informés au jour le jour de leur mouvement, au jour le jour de ce qu'ils dispensent comme cours au profit des terroristes, et au jour le jour de la progression de leur macabre plan. La boucle n'est pas bouclée pour les Français. En Côte d'Ivoire,
En août 2024, le 6 août précisément, les anciens Nigériens des anciens Nigériens, vous dites? Oui, des anciens Nigériens. Vous avez suivi la déchéance de leur nationalité. Je reviendrai là-dessus sur certains experts qui polémiquent sur cette déchéance de nationalité. Donc, ont été convoqués à une réunion à Abidjan. 8 représentants des déserteurs nigériens, des fuyards nigériens, étaient arrivés à Abidjan le 6 août. La rencontre qui devait avoir lieu le 8 du mois d'août était une rencontre de haut niveau. Elle s'est tenue à Jacquesville, c'est toujours non loin d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pour les autres de moindre importance, ils ont participé à la rencontre du 7. Mais la rencontre du 8, un ex-général avait participé pour représenter le Niger, bien sûr, en présence de la France et d'une autre puissance. Et au cours de cette rencontre, il a été décidé de former, avant la fin de l'année 2024, des troupes qui vont être utilisées pour déstabiliser les pays de la Confédération. Cette formation aura lieu du 2 octobre au 15 novembre au 43e BIMA, le fameux camp que les Français auraient remis généreusement, sans tambour ni trompette, aux Ivoiriens. Aux Ivoiriens, oui. La formation s'est tenue dans ce camp et effectivement, une centaine d'agents subversifs ont été formés dans ce camp, mais pour camoufler le recrutement de cette centaine d'agents subversifs, ils ont été associés à des forces spéciales ivoiriennes. Ils ont été associés à la garde républicaine ivoirienne. Ils ont été associés à la sécurité du président de la République de Côte d'Ivoire. Ils ont été associés au bataillon du commandement et de soutien ivoirien. Ce sont ces 4 formations ivoiriennes, plus la 5e formation de la Confédération, comprenez bien ce que je veux dire, qui ont pris part à cette formation au 43e BIMA du 2 octobre au 15 novembre, soit 6 semaines de formation. Pour qu'ils comprennent que ce que nous disons n'est pas juste de la fabulation, le contenu de la formation était essentiellement sur l'utilisation de 3 types d'armes, notamment le FAMAS qui est français, un type d'arme que nous n'utilisons plus, mais qu'ils ont modifié, qu'on appelle arme automatique modèle 52, à laquelle ils ont adapté une lunette de tir. Ensuite, bien sûr, le AK-47 pour faire bien pour la force destinée à la Confédération. C'est ça. Puisque si elle opère sur notre territoire avec des FAMAS, ça peut éveiller des soupçons. Donc, il y a l'arme AK-47 qui a été utilisée dans le cadre de cette formation. C'était une formation intense sur le service de l'arme, sur des séances de tir dans toutes les conditions, sur le combat en milieu urbain, suivez bien ce que j'ai dit, le combat en milieu urbain, sur la reconnaissance des résidences des VIP, sur la prise d'otages, enlèvement. J'ai dit bien prise d'otages, enlèvement. Des forces ont été formées et entraînées pendant 6 semaines à ce métier par les forces spéciales françaises. Les instructeurs étaient 11. 6 étaient venus de la métropole et 5 étaient des instructeurs du 43e BIMA. Sur les 5 instructeurs du 43e BIMA,
il y avait des Ivoiriens d'origine, mais qui ont la nationalité française, qui sont des instructeurs au nom de la France, puisqu'ils sont des Français. Tout à fait. C'est la boucle de l'encerclement, non seulement du Niger, mais de la Confédération. Voilà ce que la France est en train de faire, malheureusement, et nous sommes au regret de le constater, avec l'accord, malgré les démentis hypocrites des chefs d'État africains, des responsables africains, tout simplement parce que pour eux, le sein versé dans la Confédération, s'il leur permet de faire un deuxième ou un troisième mandat ou un quatrième, n'est pas une perte. Tout à fait. Ce n'est que du profit. D'accord. Imaginez le machiavélisme qui anime ces gens qui pensent œuvrer pour le bien de la CEDEAO. De quelle CEDEAO parle-t-on en réalité? Voilà le dispositif d'encerclement que la France a mis en place pour nuire au Niger. Je le répète, au nord Niger, le dimanche, une colonne a quitté Tinzaoten, 30 véhicules pour se diriger vers ce point. Mais nous les surveillons et nous allons en définitive découvrir quel est ce point où ils vont faire jonction. Dans le bassin du lac Tchad, où ils ont acquis l'autorisation de Boko Haram, El Bakura, où ils ont du matériel et du personnel. À date, les Français sont à plus de 500 dans le bassin du lac Tchad. J'ai dit bien dans le bassin du lac Tchad. Pas à l'intérieur exclusif du territoire du Tchad, non. Dans le bassin du lac Tchad. Plus de 500. La seule difficulté pour eux, c'est ISWAP, je l'ai dit, qui n'est pas encore convaincu. Mais lui-même, pour l'installation, il est d'accord. C'est pour prendre part aux actions offensives contre des pays musulmans qui n'est pas d'accord. Nous l'avons répété, Sokoto, ce qui se passe, de Sokoto jusqu'à Kébi. Je vous ai cité quelques points. La liste est plus longue et ça, c'est au su et au vu des autorités du Nigeria, puisque je vous ai dit, nous avions à l'époque appelé Ahmed Aboubakar Roufaï pour lui notifier. Il a fait semblant de prendre note, mais nous avons découvert les raisons exactes pour lesquelles il a fait semblant. Nous vous avons dit ce qui se passe au Bénin, dans le nord Bénin, ce que les gens ignorent. Le nord Bénin ou le Bénin, de façon globale, c'est le Niger. Bien sûr. Nous connaissons notre histoire. Le dandy, vous me permettrez de faire cette extrapolation. D'accord, monsieur le Président. Le dandy, le grand dandy, englobait ce qui est devenu plus tard le Bénin. Avant l'arrivée de Daoud et Al-Haji Hanga qui venaient de Gao, c'est les descendants des derniers Askia, notamment l'Askia Soumaïla. Ils étaient arrivés dans le dandy, bien sûr, bien avant leur arrivée, il y avait un roi dans le dandy. C'est Dakou, dont la fille Tassa va marier Al-Haji Hanga en 1700. C'est de ce mariage-là qu'une lignée va naître. Lignée qui va prendre, si vous voulez, le pouvoir. Et le premier, après Al-Haji Hanga, c'est son frère Daoud, avec lequel ils étaient venus de Gao. En 1761, c'est leur fils, le fils de Al-Haji Hanga, un certain Samsou Beri, qui va prendre le pouvoir. Mais à l'époque, leur capitale était à Gabou. C'est pas Gaïa. Gaïa, c'est lui qui va venir à Gaïa, c'est Samsou Beri. Il va quitter Gabou où
était déjà roi, son oncle. C'est son oncle qui était le roi. Il va quitter et il s'installe à Gaya. À partir de Gaya, Samsou Béri va régner jusqu'à 1779. Je dis bien 1779. De 1761 à 1779, c'est Samsou Béri qui était le roi du Dandi. Mais avec comme capitale Gaya, puisque son oncle, Dizi il s'appelle, avait finalement abdiqué au profit de son neveu Samsou Béri. Samsou Béri préparait une opération pour repartir, prendre la revanche, parce que pour lui, ses arrière-grands-pères ont été expulsés de Gao. Il était dans les préparatifs, puisque c'est quelqu'un quand même qui a guerroyé et qui a rétabli la grandeur du Dandi. Il était dans les préparatifs d'une guerre contre le Gao quand il décéda. Il sera remplacé par un certain Hargani. Hargani va prendre le pouvoir, succéder à Samsou Béri de 1779 à 1793. Il sera renversé par son neveu qui s'appelle Fodi Maïrounfa. Fodi Maïrounfa renverse son oncle Hargani en 1793. Une guerre civile va s'en suivre de 93 à 98. Guerre au cours de laquelle, malheureusement, Hargani sera tué. Et quand Hargani sera tué, sa famille va traverser le fleuve et s'installer à Karimama pour former la deuxième royauté à Karimama, mais qui reconnaît quand même la souveraineté de Gaya. Cette famille va former l'aile. Plus tard, Fodi Maïrounfa aura des difficultés avec un de ses oncles, Samsou Kaina, également, qui va rentrer en conflit avec Fodi Maïrounfa. Et suite à la confrontation inévitable, les descendants de Samsou Kaina vont dans un premier temps rejoindre la famille de Hargani à Karimama avant que la localité de Madekali, 20 km de l'autre côté, à l'intérieur du territoire béninois. Et c'est là où sera la troisième lignée et le Dandi sera réparti en 3 principautés, mais dont la souveraineté est du Dandi côté Gaya. Donc la famille de Samsou Béri, à travers son fils Fodi Maïrounfa, qui va décéder en 1805, restera à Gaya. La famille de Hargani, qui a traversé et s'installé à Karimama, va régner à Karimama. Et la famille de Samsou Kaina, qui a, à partir de Karimama, continué sur Madekali, va régner à Madekali. D'accord. Et c'est ce qui s'est passé et c'est l'histoire. Mais avant ça, vous avez connaissance de 1505 avec Askia Mohamed, le Bariba et tout le reste du Bénin. Nous sommes frères. Nous connaissons l'histoire, donc nous ne disons rien pour nuire à qui que ce soit, mais nous ne pouvons être responsables devant l'histoire également par excès de gentillesse, par excès de compréhension, être à la base de la dislocation complice de notre pays, encore moins de notre confédération. Donc, c'est les manœuvres initiées par la France à travers le positionnement de ces mouvements terroristes dans le nord Niger, dans le bassin du lac Tchad, dans le Sokoto, le Zamfara, le Kébi et dans le nord Bénin à travers les forces spéciales. Et puis cette dernière formation dont je vous ai parlé et qui a eu lieu du 2
octobre au 15 novembre, au 43e BIMA, et dont l'aboutissement a été la formation une centaine d'hommes au profit de la Confédération et qui vont s'occuper de la Confédération au moment opportun. Et c'est ça l'objectif du 15 décembre qui n'a pas été atteint. Et vous comprendrez bien quel est le motif à la rencontre du 15 de ce mois. Nous sommes en décembre, et la prorogation des 6 mois. 6 mois que la CEDEAO. L'objectif n'a pas été atteint. La mobilisation n'a pas été totale, mais elle a été accélérée à travers ce que je venais de vous dire, le mouvement d'une colonne ayant quitté Tinzawatan à bord de 30 véhicules et qui doit faire jonction avec les 150 Boko Haram soutenus et financés par la France. Chaque faction du lit du lac Tchad, Iswap et Bakura auront généreusement 500 millions par mois, par mouvement, en dehors des petites gratifications de 4 milliards pour Iswap et de 1 milliard 150 millions, je crois, pour Boko Haram en 2 tranches. D'accord. Monsieur le Président, vous avez parlé... La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.